Bonjour tout le monde, bienvenue à Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching. Nous allons vous faire découvrir l'histoire et l'approche de chacun dans un esprit de partage, d'évolution et de plaisir. Bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Souche et Racine. Salut Cynthia, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Là, on dirait que je ne veux pas en dire trop, là. Fait que je vais te laisser présenter. Ça va bien, je suis contente. On va aller découvrir un nouvel espace aujourd'hui. Fait que je suis très, très curieuse, puis j'ai hâte. Donc, je te laisse présenter notre invité. Ouais, dans le but de découvrir la relation d'aide en général aussi, puis de pouvoir faire la différence entre le coaching, la thérapie, la psychologie. On a invité une doctorante en psychologie qui est aussi coach en PNL. J'accueille Justine Robitaille. Justine, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va vraiment bien. Et comme je vous disais, je suis un peu stressée, là, étant donné que c'est une première expérience pour moi de faire un podcast, mais je suis très, très excitée et contente d'être là. Et passionnée. Ouais. Oui, très passionnée. Dans le fond, on a envie de te découvrir, on a envie de découvrir un peu ton histoire, comment la psychologie est venue faire partie de ta vie, comment aussi ça s'est tricoté pour faire un petit ricochet vers le coach en PNL. Fait que, donc voilà, je te laisse te présenter, raconter ton histoire. Parfait. Premièrement, pour mentionner mon parcours général, à la base, moi, j'ai étudié au cégep en sciences humaines, administration. Donc, moi, ce que j'avais en tête, c'était d'aller dans l'entreprise familiale, donc en ressources humaines, tout ça. Donc, à la base, c'était vraiment pas tant en relation d'aide. Et finalement, là, à force d'avoir des cours de psycho en sciences humaines et de réfléchir sur l'être humain, j'ai vraiment compris que c'était ça mon élan et que j'avais vraiment envie d'aller en psychologie. Donc, j'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke de 2015 à 2018, je crois. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique très en guillemets, là, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Oui, c'est ça! Sabbatique de la psychologie. Notamment le coach PNL, parce que j'avais fait mes autres parcours de PNL en intensif les étés. OK, oui. En même temps que mon bac, dans le fond. Et pendant cette année-là sabbatique, j'ai aussi fait pas mal toutes les formations avec Valérie Santaine, que vous connaissez bien. Oui. J'ai fait aussi des formations en neurosciences et PNL. Bref, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations parce que je suis très curieuse et passionnée, comme on le disait. Oui. Ensuite, j'ai décidé d'appliquer au doctorat parce que là, je me sentais prête à retourner à l'université puis vraiment aller vers mon rêve d'être psychologue. Donc, je suis présentement justement en train de faire le doctorat. Ça fait que je suis à ma 4e année à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, dans le fond, je voulais tout faire pour éviter Montréal, personnellement. Donc, comment ça fonctionne un peu le parcours? Là, j'entends, là, il y a ton bac, après ça, il y a le maîtrise, doctorat qui dure plus que 4 ans s'il n'est pas terminé. Puis après ça, là, tu peux exercer. Comment ça se passe? Oui. Normalement, le bac, c'est 3 ans. Donc, ça c'est mon cas. Ensuite, en psychologie, depuis 2006, je crois, c'est le doctorat qui est obligatoire. Donc, la maîtrise n'existe plus vraiment. OK, c'est directement comme ça. OK. Exactement, le passage direct du bac au doctorat. Évidemment, c'est très, très, très contingenté. Donc, c'est assez difficile à être accepté. Ça nous demande des notes pratiquement parfaites. Ça nous demande un CV très, très garni, des expériences de recherche. Donc, je dirais que peut-être le petit bémol que j'ai envers la psychologie et les études en psychologie, en fait, c'est que c'est très, très exigeant. Puis ça fait en sorte que les étudiants nous-mêmes qui veulent prendre soin de la santé mentale des gens, ça nous empêche quasiment de prendre soin de notre propre santé mentale. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler d'ailleurs dans mon projet de recherche là, que je pourrais peut-être vous expliquer un peu plus tard. Là. Oui, certainement. Mais c'est ça. Fait que ça pour dire que c'est 4 ans de doctorat à la base. Par contre, moi, étant donné que j'ai une condition de santé particulière, que je pourrais aussi vous parler, ça fait que j'ai décidé de le faire en 5 à 6 ans. Là. Je suis encore en décision. Vraiment pour me permettre justement de prendre soin de moi à travers le processus. C'est comme la base. Là. En tant que psychologue, c'est de trouver comment prendre soin de toi. Après, c'est d'amener l'autre
dans cet espace-là. Fait que si toi, tu connais pas le chemin ou tu l'expérimentes pas, c'est un peu difficile d'accompagner quelqu'un là-dedans aussi, là. Oui. Je Mm. dis tout le temps l'expression d'être des cordonniers bien chaussés, autant dans les Ouais. différents domaines, un peu pour tout le monde, mais je trouve qu'en psychothérapie ou en coaching, c'est d'autant plus important. Oui, oui, certainement. Ouais. D'intégrer, en fait, qu'est-ce que tu prônes. Hein. Oui. Ouais. Fait que là, après le 5 à 6 ans, là tu deviens, tu deviens, en tout cas, bref, tu peux exercer, être avec des clients et tout ça. Oui, dans le fond, OK. ça implique aussi de faire un projet de recherche, justement, Mm-hmm. assez laborieux, que je travaille depuis 4 ans, justement, depuis le début de mon C'est doctorat. quoi? Ah oui, je vous le dis tout de suite. Moi, je veux savoir. Pourquoi pas? Mais d'abord, je travaille sous la supervision de Frédéric Dionne, qui est psychologue et qui est directeur de la clinique, en fait, à l'université. Puis lui, il est spécialisé, entre autres, sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Non, Non. c'est Dans le la fond, première fois. cette approche-là, c'est une approche de troisième vague dans la TCC. La TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Et cette thérapie-là globale regroupe différentes approches un peu plus précises, dont l'ACT, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. OK. Et moi, j'avais vraiment envie de travailler avec cette approche-là parce qu'il y a quand même des parallèles avec la PNL, justement. Ouais, j'ai jamais entendu, c'est intéressant, je vais me la prendre en note. La clarification des valeurs, ça travaille la pleine conscience, ça permet de travailler à mettre la personne en action vers ses valeurs. Ça permet notamment de prendre distance par rapport à ses pensées dans la position de méta qu'on travaille un peu plus. Ouais, Ça, super il y a intéressant. pas beaucoup de parallèles, c'est Ouais. juste qu'avec on va notamment traiter l'anxiété, la dépression. Fait que, ça va être plus des troubles psychologiques qu'on va pouvoir appliquer l'acte, en fait. On dirait que j'ai envie de profiter de cet espace-là pour aller mettre en lumière les nuances. C'est que le coach, on ne peut pas déjà dire OK, tu es en dépression, tu as de l'anxiété. On n'a pas le droit d'aller dans cet espace-là que vous êtes autorisé. Puis là, je vais te laisser plus le clarifier que moi. Puis après ça, de travailler avec ça, parce que le coaching, on travaille avec l'État. On ne travaille pas avec. Puis on ne fait pas de diagnostic, puis on ne travaille pas avec le diagnostic. C'est tout différent, mais je vais te laisser peut-être apporter la nuance là, pour que les gens comprennent avant de poursuivre. Oui, en fait, vous allez voir, là, moi, j'utilise beaucoup de métaphores dans la vie. Je suis très imagée et je suis très visuelle. Là, on le voit avec mes gestes, je suis très verbomoteur. Et justement, en réfléchissant à ça, comment différencier la psychologie, la PNL, j'ai comme une image là, qui m'est venue en tête que j'avais envie de vous partager. Pour moi, la PNL, c'est un peu comme un voyage en voiture où le client est vraiment le conducteur et le coach est le copilote. Donc, c'est vraiment le client qui est 100% responsable des qu'il met en place, de la vitesse du parcours. C'est lui qui est responsable de tourner à droite ou à gauche. Mais le copilote est là pour poser des questions. Donc, le coach, pour moi, c'est vraiment l'art de poser les bonnes questions pour accompagner la personne à se diriger vers son objectif. Donc, comme c'est un voyage en voiture, ça implique A, de déterminer la position initiale dans le GPS, B, l'adresse qu'on veut se rendre exactement. Parce que si l'adresse n'est pas claire, on va tourner en rond longtemps. Oui, exact. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le coaching. C'est sûr plus nuancé que ça, mais mettons en gros. Oui. On y va en image d'impact. Et en psychologie, pour moi, c'est un peu, il y a quand même des parallèles. Ça peut aussi être vu comme un voyage en voiture où est-ce qu'il y a des objectifs thérapeutiques et où le thérapeute est aussi un copilote. Parce que pour moi, le thérapeute, en tout cas, de mon point de vue, ne se positionne pas en position d'expert, mais vraiment côte à côte. C'est juste que chacun a son expertise. La personne qui est au volant, le client ou le patient, est expert de sa propre vie, de ses symptômes, de ce qu'il vit, de son entourage, alors que le thérapeute est expert, en guillemets, de l'être humain, de la théorie du cerveau, etc. Et ça fait que les deux sont vraiment en collaboration pour aller vers les objectifs thérapeutiques. La différence, c'est qu'en psychologie, on peut aller s'intéresser à l'historique du conducteur, à l'historique des accidents dans le passé. Y a-t-il eu des accrochages? Y a-t-il essentiellement parallèle? Tu sais, là, je pousse la métaphore un peu plus loin. Mais on va aller s'intéresser, c'est sûr, à toute cette historique-là. Est-ce qu'il y a eu des passagers perturbateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de prendre le volant à sa place? Bref, on peut aller loin là, dans la métaphore. Donc, pour moi, la différence, c'est vraiment l'angle que la psychologie peut s'intéresser, oui, au futur, dans l'atteinte d'objectifs, mais aussi et même surtout au passé pour aller voir qu'est-ce qui explique que la personne vit telle chose aujourd'hui. Fait que je ne sais pas si la métaphore est claire, mais ça, pour moi, c'est pas mal la distinction. Moi, c'est devenu clair quand tu as parlé de, mettons, est-ce qu'il y a eu des passagers perturbateurs,
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pris le volant? Puis pour moi, c'est devenu un peu plus clair quand tu as mentionné ça parce que justement, dans la vie, ça se peut qu'il y ait eu des personnes qui ont eu un aspect négatif dans la conduite que quelqu'un peut avoir de sa voiture. Mhm. Donc, C'est ça. ça vient vraiment éclaircir pour moi beaucoup de choses. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, pour faire le pont avec cette métaphore-là, c'est comme si, à la limite, le coach avec le client, il peut regarder un petit peu dans le rétroviseur parce que c'est un miroir puis qu'il voit loin derrière, mais qui est encore dans le présent, tandis que vous pouvez clairement vous retourner puis aller poser puis questionner vraiment le passé, puis aller un peu plus rentrer dedans pour savoir ce qui se passe là, un peu plus en profondeur. Le coach n'est pas autorisé à ça. Fait que c'est vraiment plus en position détachée, en restant vraiment ici maintenant. Là. Mhm. Ouais. Il y a ça aussi comme aspect différent. Moi, je trouve ça le fun, cette métaphore-là, parce que tout le monde. Puis il y a sûrement beaucoup de monde en plus qui l'écoute dans une voiture. Peut-être, oui. Mhm. Puis, c'est ça qui est le fun. peut-être une autre nuance, c'est aussi le type de clientèle. Évidemment, Ouais. c'est pas parce que c'est pas nécessairement toutes les gens qui viennent consulter en Oui. psychologie qui sont en grande détresse. Tu sais, ça se peut très bien que je me sente bien, que je décide quand Ouais. même d'aller écouter mon passé Ouais. pour encore mieux aller. Tu sais. Ouais. Mais il arrive quand même que les gens en psychologie vivent une détresse psychologique quand même Oui. élevée. Que ce Ouais. soit des gens dépressifs, anxieux, que ce soit des gens là, qui ont des phobies, etc. Mhm. Nous, on est avec la formation très, très longue. Ouais. On est apte à justement accueillir cette détresse-là. On a Oui. des outils. Puis dans notre façon d'être aussi, dans notre savoir-être, on travaille beaucoup à accueillir cette détresse-là, évidemment en responsabilisant la personne et en ne la mettant pas non plus sur nos épaules, mais vraiment, je dirais que c'est aussi une nuance. Là. Puis quand ça affecte le fonctionnement vraiment de la personne, Ouais. normalement, les coachs ne sont pas, Non. sont pas censés aller là. Donc, Ouais. c'est là que de référer à un professionnel autre. Oui. Ah, j'aime vraiment ça que tu apportes ce point-là de type de clientèle. J'aime vraiment, vraiment ça. Ouais. Puis, justement, moi, ça m'emmène une question de, mettons, en tant que coach, à partir de quel moment que un indice qui pourrait me dire, ah, OK, là, tu serais mieux d'aller voir un professionnel de la santé, un thérapeute, un psychologue. Oui. C'est sûr que c'est une question peut-être pas avec une réponse claire, dans le sens que c'est tellement par cas. Par contre, peut-être des indices, c'est quand justement vous voyez que la détresse psychologique est élevée, mettons la personne est en pleurs, elle n'est pas capable de se mobiliser, vous voyez que l'objectif n'est pas facile à clarifier pour elle, que c'est comme vraiment flou. Ça peut être ça peut être que la personne, vous sentez que même si vous faites 3, 4, 5 séances, vous ne voyez aucun atteinte de résultat, ben là, ça peut être signe qui bloque dans le chemin, qui est peut-être pas dans son champ de conscience et qu'elle a besoin d'aller plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui explique de son passé qui fait qu'en ce moment, elle n'est pas capable de se mobiliser, par exemple. Ouais. Fait que ça peut être des indices. Je dirais que c'est de clarifier, est-ce que l'objectif, qu'est-ce qui bloque l'objectif, en fait, c'est dû à des symptômes psychologiques. Si oui, si par exemple, l'anxiété de la personne fait en sorte que c'est ça, qu'elle écrit vraiment pas son livre, exemple, puis que c'était ça son objectif, au final, c'est là que le coach dirait qu'il y a des limites dans ce qu'il peut faire. Oui, c'est ça. Ou bien, tu sais, déjà que la personne arrive avec un historique, mettons, soit de trouble mental ou quelque chose comme ça, d'être vraiment vigilant là, tu sais, ou même, voire même de prendre contact si cette personne-là est déjà suivie avec un psychologue. Tu sais, moi, personnellement, moi, je la référais d'abord à un psychologue, puis si le psychologue est d'accord avec que c'est un bienfait de combiner les deux, tu sais, moi, on dirait, ça serait cette zone-là. Je ne sais pas si je suis dans le champ, là, mais moi, je dirais psychologue en premier quand il y a un historique de maladie mentale ou de troubles un peu plus comme ça. Puis c'est ça. Puis si c'est selon le psy, si c'est un bienfait de travailler en parallèle, ben, à ce moment-là, c'est ça. Sinon, moi, je référerais à ce moment-là. Parce qu'on travaille avec des gens, j'ai envie de dire sains, mais les coachs sont supposés travailler avec des gens qui sont en pleine possession de leurs moyens, qui ont un but d'atteindre un objectif, tu sais. Oui, exact. Oui, je trouve que c'est bien dit, c'est ça. Je suis vraiment d'avis que les deux peuvent être complémentaires, que les deux ils ont du bon, que les deux ont quelque chose à apporter. Tu sais, parfois, il y a des gens qui peuvent se sentir en compétition entre les professions. Moi, d'ailleurs, je prends souvent le rôle de médiatrice étant donné que j'ai les deux chapeaux. Oui! Pour moi,
il n'y en a pas un de, comme on disait tantôt, il n'y en a pas un de bon, mauvais. Pour moi, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment. Je te vois, Michael, t'as-tu une question? Tu commences à me connaître un Oui, peu. c'est ça, je vois tes yeux comme cling, cling, cling. Quand tu parles de, mettons, les avantages, les inconvénients, ça serait lesquels? Bonne question. Mettons, par rapport au coaching, les avantages, moi, je vous avoue, là, je suis une fan de PNL. Là, je trouve ça très, très, très puissant, pertinent. C'est sûr qu'il y a moins peut-être de littérature scientifique associée à la PNL, ce qui peut faire que certaines personnes ont des réticences. Donc, peut-être que ça va être ça à travailler éventuellement dans le futur. S'il y a des gens là, qui ont envie de faire de la recherche sur la PNL, c'est sûr que ça pourrait venir encore plus appuyer. Donc, c'est peut-être une limite. Deuxièmement, comme que je disais, quand on parle de détresse, quand on parle de troubles, quand on parle de méditation, ça peut vraiment être, ça peut faire que le coach n'est pas outillé pour ça. Donc, ça peut être une autre limite. Mais l'avantage, c'est ça, du coaching, pour moi, c'est que c'est bref. Ça peut être vraiment propulsant en peu de temps pour l'atteinte d'un objectif. Juste des fois, juste clarifier un objectif avec un cadre objectif au départ, avec des bonnes questions, ça peut être juste ça en soi, une technique assez propulsante. Donc, pour moi, le coaching peut être très, très, très utile. C'est vraiment juste que les professionnels se doivent d'être éthiques puis de respecter la loi 21. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi. Mais c'est vraiment important là, de rester légal aussi, évidemment, et éthique là, en sachant justement départager les domaines de compétences. Pour la psychologie, j'avoue que j'avais moins réfléchi, mais mettons, ça, je dirais que les avantages, bon, encore là, je suis vendue à cette approche-là aussi, là, étant donné que ça fait longtemps que je suis là-dedans, mais les avantages, là, pour moi, c'est d'aller justement créer des changements en profondeur, de ne pas juste créer des changements d'action au niveau des comportements, mais vraiment au niveau identitaire, au niveau du sens, au niveau des valeurs. C'est sûr qu'en PNL aussi, là, mais en psychologie, je dirais que ça permet de creuser encore peut-être plus loin, justement, en faisant vraiment des parallèles entre les relations dans l'enfance, par exemple, et les relations actuelles. Donc, des fois, ça permet aussi de pardonner certaines personnes dans le passé, de passer par-dessus des événements, de donner du sens à ce qu'on a vécu. Donc, pour moi, la PNL, la psycho, vous voyez à quel point Oui, c'est lié ensemble, là, en toi, là. Je dis les deux chapeaux, mais c'est comme si mes chapeaux se superposent, je veux pas, là, étant donné que j'utilise les outils de la PNL, mais dans les psychothérapies. Donc, pour moi, c'est comme j'ai l'avantage et j'ai la grande chance de pouvoir utiliser les deux selon les types de clients aussi. Mais je dirais peut-être les limites de la psycho, c'est ça, c'est que peut-être que ça demande plus de temps avant d'avoir des résultats. Évidemment, tout dépendamment des approches, mais il y a plusieurs approches que ça demande des suivis au moins d'1 an, 2 ans, 3 ans, même 10 ans. Fait que je dirais que ça demande de la persévérance autant chez le thérapeute que chez le client. Puis, tu sais, c'est ça, même dans la psychologie, il y a plein d'approches. Fait que là, tu sais, toi, c'est la thérapie ACT qui t'intéresse, qui t'interpelle. Mais, tu sais, en même temps, il y en a plein d'autres, là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, tu vas voir, mais ça, c'est vraiment ta couleur à toi, mais tu iras voir un autre de tes collègues, ça serait un chemin différent pour arriver à qu'il y ait ça aussi, que les gens ne connaissent pas nécessairement qu'un psychologue, en dessous du mot psychologue, il y a plein de choix de façons de faire, puis de... Tu sais, c'est pas parce que tu vas en voir un, comme n'importe qui, de toute façon, dans n'importe quoi, mais c'est pas parce que tu vas en voir un que ça fonctionne pas. Peut-être que la porte à côté, elle utilise complètement un autre... là, je veux pas dire le mauvais mot, mais une autre thérapie, c'est ça le mot? En tout cas, une autre thérapie sous son chapeau de psy, puis là, ça va t'amener complètement ailleurs, tu sais. Qu'il y a ça aussi qu'avant de commencer à prendre des cours en psychologie que je ne savais pas pantoute, moi, je pensais que la psychologie, c'était une chose, puis j'allais voir un psychologue, puis c'était ça, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant aussi à connaître, là. Oui. Puis moi, c'est ça, l'ACT, évidemment, c'est une de mes approches, mais en même temps, même un psychologue peut utiliser, tu sais, un peu plein un de morceaux. Moi, comme je suis encore étudiante, c'est sûr que c'est en construction un peu mon approche, ma couleur, peut-être encore si définie que ça. Mais j'utilise aussi beaucoup l'approche humaniste existentielle, qui est en fait beaucoup centrée sur l'être humain et ses grandes peurs fondamentales qui font partie en fait de chaque être humain et comment aller creuser ces peurs-là, puis faire en sorte que la personne se rapproche de son soi véritable qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle vive dans un mode plus authentique, plus cohérent avec elle. Puis on va beaucoup aller explorer dans cette approche-là les angoisses existentielles, que je pourrais vous parler longtemps parce que c'est ma passion, peut-être parce que j'en ai ben trop, mais
disons que j'adore ce sujet. Et cette approche-là aussi, là, je dirais que c'est dans ma couleur, d'être très chaleureuse comme psy, parce que il y a les techniques qui sont utilisées, mais il y a aussi la posture du psy qui va beaucoup influencer. Moi, dans ma posture, je tente d'incarner les postulats de la PNL, là, notamment de ma carte n'est pas le territoire, de vraiment que les réponses sont dans la personne, que c'est pas moi l'expert qui va lui dire quoi faire. Au contraire, moi, je suis là pour l'accompagner à trouver ses propres réponses. Donc, c'est ça. Donc, c'est un grand mélange de tout ça. Puis là, tu avais une question, Michaël? Non? Non. J'avais l'impression que tu en avais une. OK. Puis là, tu dis, dans le fond, avec l'autre approche que tu affectionnes, humaniste, existentielle, c'est ça? Ça travaille les grandes peurs, les grandes angoisses. Ça serait quoi qu'est-ce que tu pourrais nous dire que ça pourrait déjà donner, mettons, un petit pas ou une piste de réflexion pour les personnes qui nous écoutent, ou je ne sais pas si ça se porte à ça? Oui, ben, je vais essayer de me limiter parce que je pourrais vous donner un cours de 45 heures. Mais en gros, en fait, cette passion-là est partie d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Thérapie existentielle de Irvin Yalom. Donc, un livre que je vous recommande chaleureusement pour tous ceux qui nous écoutent. Évidemment, c'est un livre qui peut être confrontant parce que ça parle des 4 grandes angoisses de l'être humain. Donc, c'est sûr qu'on se reconnaît à quelque part dans le livre. Et ça peut faire certains chocs. Moi, je vous avoue, j'ai vécu des grandes émotions en lisant ce livre-là et en même temps des grandes révélations. Donc, c'est comme quasiment en soi de lire ce livre-là. Peut-être que c'est une bonne idée, si vous vous sentez un peu plus en détresse, là, pour les gens qui nous écoutent, peut-être que c'est une bonne idée de consulter et de le lire en cours de consultation. Pas toute seule, ouais. C'est pas ça. toute seule à dire t'es angoissée en tabarouette, là. C'est encore exact. Ça peut, parce que, honnêtement, là, on rit, mais honnêtement, ça peut être vraiment confrontant. Je peux vous parler des 4 grandes angoisses là, rapidement. J'allais justement te poser la question, quelles sont-elles? Oui, ben là, je vais y aller. J'ai des notes plus bas, là, mais en gros, si j'y vais par cœur un peu, la première grande angoisse qui, selon cet auteur-là, est vraiment un peu à la base de toutes les peurs, toutes les angoisses qu'on a, c'est l'angoisse de mort. Ça, c'est le grand paradoxe à l'intérieur de nous que les êtres humains, on a un instinct de survie, on veut vivre, qui est comme notre pulsion de vie de base. Et en même temps, on sait tous qu'on est mortel et qu'on va mourir un jour. Donc, c'est comme ces grandes polarités-là qui s'entrechoquent et qui fait qu'on peut développer vraiment des peurs reliées à ça. Puis cette angoisse-là, elle est là dès qu'on est, jusqu'à la fin de notre vie, à différents niveaux. Des fois, elle est plus consciente. Exemple, je fais une attaque de panique puis j'ai peur de mourir. Bien là, l'angoisse de mort est dans le tapis puis j'en ai conscience. Ouais, c'est ça. Tandis qu'à d'autres moments, elle est là, mais elle est plus subtile. Tu sais, par exemple, quelqu'un de workaholic qui a besoin de performer constamment, bien, ça peut être une façon de lutter contre cette angoisse de mort-là. C'est juste que c'est moins conscient. Je peux vous parler un petit peu des mécanismes qu'on peut utiliser dans le cas de ces angoisses-là, mais je vais juste finir les 4 angoisses avant de m'emporter. Oui, on veut des pistes après quand même, mettre en ressources. Oui. La deuxième angoisse, c'est l'angoisse d'isolement existentiel. Donc, pas juste l'isolement en termes de solitude interpersonnelle, mais plus l'isolement de je me sens fondamentalement seule sur Terre. Tu sais, de vraiment, chaque être humain naît seul et meurt seul. Tu sais, c'est un fait. Tu as beau t'accepter aux gens autour de toi, de ne pas tolérer la solitude, d'être constamment en couple, etc. Ben, ça reste que cette angoisse d'isolement va être là, d'une façon ou d'une autre. Ensuite, la troisième, c'est l'angoisse d'absence de sens. C'est-à-dire que l'être humain, encore là, il y a une polarité entre l'être humain veut donner du sens à tout ce qu'il vit et la vie n'a pas de sens en soi. Donc, je ne sais pas si vous allez, c'est là que vous le réalisez, mais la vie, je vous le confirme, elle n'a pas de sens. Donc, quand on dit, il faut que je trouve le sens, au final, c'est un peu pas nécessairement la bonne expression à utiliser. Il ne faut pas trouver le sens, il faut le donner. Oui, c'est ça. Choisir quel sens a notre propre vie. Exact. C'est un choix qu'on fait. Et dans une certaine étape, là, ça ne veut pas dire qu'on donne du sens à tout ce qu'on vit instantanément, évidemment. Donc, ça pour dire que l'absence de sens, quand on réalise, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais là, ça ne sert à quoi de vivre, ben, ça peut créer cette angoisse-là. Ben oui. Finalement, la quatrième, c'est l'angoisse de liberté. Puis moi-même, j'avais été surprise quand j'ai lu ça, parce que j'étais comme, pour moi, la liberté, c'est positif, c'est dans mes valeurs, c'est le fun, la liberté, tu sais. Et j'ai réalisé que la liberté avait aussi son double tranchant, qui est associé à la responsabilité. Parce que être libre, c'est d'avoir plein de possibilités et d'être responsable du choix qu'on fait, mais aussi du choix qu'on ne fait pas. Oui. C'est vraiment choisir des actions
et d'être responsable des conséquences de ce qu'on fait, des conséquences de nos gestes, mais aussi des gestes qu'on choisit consciemment de ne pas faire. Fait que la liberté peut devenir très, très anxiogène. Ouais. C'est vrai, Donc, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Je ne l'avais jamais vu comme ça, moi non plus. Puis, tu sais, ayant un rythme de vie assez libre, mettons, puis là, je me rends compte, tu sais, mettons que, tu sais, là, je voyageais, tu sais, un peu nomade, tu sais, comme période de vie que j'ai eue. Puis là, le monde, ah, ben, voyons donc, je ne serais pas capable, le travail, tu sais, c'est comme, là, je comprends un peu, je fais un parallèle de ce que je connais, là, c'est comme, si avoir trop de choix, trop d'espace, là, ça devient comme stressant parce qu'il n'y a comme plus de direction non plus. Fait qu'il y a plein de... Ouais, je trouve ça intéressant, cet espace-là. C'est ça. Donc, ces 4 grandes angoisses-là, on les possède tous à un certain niveau. Puis comme je disais, plus conscient, moins conscient, des fois, il y a des événements de vie qui vont venir amplifier, si on veut, cette croyance-là, cette angoisse-là. Par exemple, c'est pas rare que quelqu'un, par exemple, vit un accident, vit une dépression, vit un cancer, puis qu'après, tout d'un coup, les angoisses ressortent, puis ça propulse. Ces angoisses-là sont pas juste négatives. Quand on en prend conscience, puis qu'on apprend à les gérer, ça peut propulser vers un soi plus authentique. Puis la mauvaise nouvelle, à quelque part, c'est qu'on ne peut pas s'en débarrasser de ces angoisses-là. Il n'y a aucune façon de s'en débarrasser. Ils font partie de la vie humaine. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à les gérer adéquatement. Ben, on dirait que moi, ce que ça me fait comme effet, là, c'est comme, ils sont tous là en dedans de moi, puis quand ils pop, c'est parce qu'ils ont un message à me dire, puis j'ai quelque chose à apprendre de cette situation-là pour pouvoir continuer à évoluer puis avancer. Moi, on dirait que c'est ça que ça me fait comme effet. Tu sais, je trouve pas que c'est une mauvaise nouvelle, on dirait. Je trouve qu'ils sont là pour une bonne raison. C'est juste que quand ça pop, ben c'est pas le fun. T'sais. Fait qu'il y a cet espace-là qui est vraiment pas le fun. Là. En même temps, sachant qu'ils sont là, puis quand ils se manifestent, dans le fond, c'est pour me dire quelque chose pour moi de bon, ben c'est plus intéressant, de mon point de vue. Et par curiosité, quelqu'un qui nous écoute, qui se reconnaît dans une de ces 4 angoisses-là, comment il peut faire pour justement mieux la gérer? Une grande question. Que malheureusement, je n'ai pas de manuel d'instruction. Mes clients m'en demandent souvent, mais je n'en ai pas encore. Peut-être que c'est ça. Mais évidemment, c'est sûr que là, je suis biaisée, mais pour moi, la psychothérapie à ce moment-là peut être très, très utile. Quand on sent que notre angoisse est trop envahissante, puis qu'on tombe dans des mécanismes un peu trop envahissants, c'est sûr que la psychothérapie avec un thérapeute humaniste existentiel peut être une bonne idée. Mais en même temps, je dis un thérapeute humaniste existentiel, mais dans les autres approches aussi, on peut les travailler. Ça dépend en fait avec quoi le thérapeute travaille. Puis, en fait, je dirais qu'une des premières étapes, c'est d'en prendre conscience qu'on a ces angoisses-là. Puis deux, réaliser c'est quoi les mécanismes qu'on emploie pour tenter de les gérer. Parce qu'on utilise tous des mécanismes, en fait, par rapport à ces angoisses-là. Et c'est là qu'il y a un pôle que je peux vous expliquer brièvement, qui est le pôle qui est décrit dans le livre que je vous ai parlé. C'est le pôle individuation d'un côté et fusion de l'autre, où est-ce que les mécanismes, on va avoir tendance soit à aller dans un pôle ou dans l'autre, et parfois les deux en alternance. Et dans le fond, le but, c'est de prendre conscience de ces mécanismes-là aux extrémités parce que c'est eux qui sont un peu moins adéquats, qui sont peut-être plus limités. Dans le fond, quand on parle d'individuation, c'est un individu qui souhaite se distinguer, se séparer de la masse, si on veut, pour un peu se faire croire qu'il est immortel à quelque part. Si on prend l'angoisse de mort, un individu qui souhaite se démarquer pour éviter de se dire « Ah, je suis ordinaire puis je vais mourir ». On s'entend, c'est pas conscient que ça, là, c'est non, c'est pas conscient souvent, comme processus. Des exemples de ça, d'individuation, un peu comme tantôt l'exemple que je vous donnais, de quelqu'un de très workaholic, performant, qui veut être le meilleur dans tout, ça peut être un exemple. L'exemple des traits narcissiques, quelqu'un qui veut absolument être admiré, qui veut avoir toute l'attention, ça peut être un exemple. Comme si, mettons, j'ai pas toute l'attention, donc j'existais pas. Donc, si j'existais pas, c'est la mort, mettons. Comme équation. Oui, OK. C'est ça. Quelqu'un qui veut être sur le spotlight, c'est comme encore là de se distinguer de la masse, puis moi, je suis exceptionnelle, je shine, je brille, etc. Ça peut être quelqu'un qui refuse de vieillir, qui va tout faire par des par des belles crèmes miracles, qui va tout faire justement pour contrer la mortalité. Je pourrais vous en donner de l'autre. C'est intéressant les exemples parce que, tu sais, c'est plus facile de se reconnaître aussi puis de le mettre dans le concret, tu sais. Puis
Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, est-ce que... Puis tu sais, je veux juste mettre, mettons, une clarté dans le sens que est-ce que ça devient un problème juste si toi, tu trouves que c'est un problème? Ou tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, j'ai la misère à m'exprimer, là, mais dans le sens que si, exemple, j'aime ça avoir de l'attention, mais que c'est pas... être devant les gens, mais que c'est pas une quête à tout prix puis que je suis confortable là-dedans, tu sais, la nuance, tu sais, juste pour pas que tout le monde pense qu'ils ont un problème. Non, Oui, je sais exact. pas, là. Qu'on le précise, effectivement, parce que, tu sais, les exemples que j'ai nommés, là, c'est pas qu'ils sont mauvais en soi. Tu sais, Non, le non, mécanisme, en soi, n'est pas nécessairement mauvais, c'est plus quand il devient envahissant puis rigide. envahissant, c'est ça. C'est vraiment Envahissant, quand, rigide. exact, quand ça devient vraiment comme des comportements un peu automatiques puis que la personne n'est vraiment pas bien si elle n'a pas ça, tu sais. OK, OK. Là, c'est quand ça crée de la détresse, en fait. Quand ça Ouais, devient vraiment limitant pour la personne, là, on parle plus d'un ouais. problème, entre guillemets, tu sais, Oui, entre guillemets. ouais. OK. Bon, Ouais. ben c'est ça, je trouve ça intéressant d'apporter cette nuance-là. Fait que si c'est envahissant, que ça devient rigide, puis plus prenant, ben là, ce mécanisme-là que tu as nommé tantôt, ben là, c'est là que c'est peut-être de dire, ben, je pourrais prendre peut-être un rendez-vous pour aller vérifier ce qui se passe là avec un psychologue. Puis s'il y a l'approche plus humaniste, ben c'est qu'il va plus travailler avec ces 4 anxiétés-là. Autrement, il va travailler d'une autre façon, probablement, d'un autre Ouais. angle, ce défi-là. C'est ça. Tu sais, les mécanismes sont pas mal abordés dans beaucoup des psychothérapies. Fait que dans tous les cas, tu sais, la personne, tu sais, va se rendre compte de vos mécanismes et donc va probablement les travailler avec vous, tu sais. Puis, pour donner un exemple plus personnel de l'individuation, parce que moi-même, j'ai valsé là, dans ces mécanismes-là, un peu comme tout le monde, Comme tout le et j'ai monde, oui. et j'ai fait là, beaucoup de réalisations, comme je vous disais, en lisant le livre. Puis moi, dans le fond, en fait, c'est que je ne vous ai pas parlé de mon histoire. Je vais peut-être faire une mini parenthèse pour que les Oui. gens là, comprennent un peu d'où je pars. C'est que moi, dans le fond, j'ai été diagnostiquée de la fibrose kystique, qui est une maladie qui est chronique et incurable, à l'âge de 10 ans. Donc, moi, très tôt dans ma vie, ces angoisses-là ont pris beaucoup d'ampleur. Hein? Ben oui. Donc, mon espérance de vie était plus limitée, j'ai été hospitalisée souvent, et bref, ça a été quand même assez mon adolescence. Et ça fait que cette urgence de vivre-là était là, très présente, et l'angoisse de mort aussi. Ouais. Au point où je faisais des cauchemars. D'ailleurs, les rêves, les cauchemars, ça peut être des bons indices de l'angoisse. OK. Je vous invite à observer vos rêves et vos cauchemars. Des fois, ça peut être très parlant. Mais bref, ça fait que moi, mon angoisse de mort était dans le tapis, en fait, à mon Ouais. adolescence. Et j'ai beaucoup été dans l'individuation, justement, pour tenter de la gérer. Puis c'est là que les mécanismes peuvent être adaptatifs. On s'entend que si mon angoisse de mort, j'avais rien fait pour la gérer, tu sais, j'aurais pas été bien, là, tu sais. Fait que mes mécanismes m'ont servi à quelque part. C'est juste de voir Puis est-ce toi, qu'ils ça sont encore. ressemble à quoi? Est-ce que c'est trop intime de nous nommer? C'était quoi tes mécanismes, juste pour donner une image aux gens? Oui, mais c'est là que je m'en allais justement, que moi, OK. dans l'individuation, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est la quête de performance. Moi, j'avais des certificats quasiment dans tous mes cours, j'avais des notes de feu. Je me suis vraiment beaucoup. C'est sûr que j'avais à la base les capacités d'avoir ces notes-là, mais j'ai dépassé mes limites en fait pour être sûre que je me démarquais. Pour moi, quand j'étais dans la moyenne dans mes cours, c'était comme inacceptable. Moi, je devais me démarquer. Ça m'a servi parce que je suis rendue au doctorat. Ouais, c'est ça. Et en même temps, ça a joué sur ma santé physique et mentale. Fait que c'est ça que je dis qu'il y a une part qui est adaptative, qui m'a permis de me gérer, mais en même temps, il y a une part qui est limitante, qui a nuit vraiment quand même à l'histoire autre de ma vie. chose. Oui, c'est ça. Ouais, Puis, tu sais, dans le fond, ça exprimait ce désir de vivre là, de mon point de vue, ou c'est pas dans ce sens-là? Oui, c'est en lien avec mon désir de vie, ma pulsion de vie qui essayait de prendre Ouais, le dessus sur ma pulsion de mort au final. ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que pour moi, c'était vraiment confrontant de penser que j'étais mortelle et vulnérable. Puis on s'entend que tous les êtres humains le sont, mais c'est comme si moi, je l'avais. L'image que j'ai utilisée, c'est comme si j'avais une épée de Damoclès en haut de ma tête, puis qu'à tout moment, je pouvais mourir. Mais on s'entend que ma condition de santé n'était pas si pire que ça à ce moment-là. Là. Donc, c'était vraiment comme, je me sentais constamment comme si un loup me courait après. Je vous disais, les images, là, ça me pop. Là. Mais, c'est comme si je courais dans une montagne, puis il y avait un loup qui me courait après. Donc, moi, j'avais pas le temps de m'arrêter, de boire une bouteille d'eau. Là. Moi, c'était Parce comme, que tu dis, je sais jamais quand ça va finir, fait que j'ai pas envie de m'arrêter. Oui, c'est ça. Mais j'ai aussi alterné dans l'autre pôle, justement, que je vais vous parler, qui est le pôle de fusion, où là, c'est à l'inverse, je dois être près de l'autre à tout prix. Je ne dois pas être seule pour affronter cet ennemi. Donc, c'est vraiment le désir de se fondre dans l'autre, de se fondre dans la masse
pour surtout pas être seul et pris avec ça, tu sais. Donc, là, ça peut se manifester de plein de manières. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'être en couple à tout prix puis qui fusionne avec l'autre et qui est très, très dépendant. Ça peut être quelqu'un qui est plus dans la passivité puis qui laisse tout le temps les autres décider. Ça peut être quelqu'un qui va avoir des obsessions, des compulsions pour essayer d'augmenter sa sécurité constamment pour être sûr qu'il y a le contrôle. Fait que, tu sais, encore là, il y a tellement de façons que ça se manifeste. Dans mon cas, ça a été beaucoup la recherche d'un sauveur ultime par ma mère, en fait. Surtout adolescente, là, pour moi, c'est comme si j'ai remis la responsabilité dans ses mains. J'ai dit, tiens, arrange-toi avec ça, c'est de ta faute. Parce que c'était génétique, en fait. Fait que, ça vient de mes deux. Donc, c'est pour moi, c'est comme si dans ma rébellion intérieure, j'ai comme un peu mis ça dans ses mains. Puis, tu sais, j'étais comme, quand j'étais malade, j'ai pas été toujours très gentille avec ma mère, mais, tu sais, j'ai beaucoup remis ça entre les mains, ce qui fait que pour moi, c'était comme une façon de me protéger parce que j'étais pas toute seule dans le cas ennemi, tu sais, c'était pour combattre. Donc, mais en même temps, tu sais, c'est quoi, tu l'as nommé, tu sais, c'est un mécanisme de défense. Tu souffres tellement que là, ta seule option possible, c'était de chialer plus après ta mère, puis de... Tu sais, c'est comprenable, là, aussi, quand même. Puis plus tard, cette responsabilité-là, je l'ai aussi mise sur mes partenaires amoureux, tu sais, que je m'attendais d'avoir un peu un prince charmant qui allait venir combattre le dragon pour me sauver, là, tu sais, là, c'est une métaphore. Fait que, puis ces amours-là ont souvent eu cette pression-là, de jouer le sauveur, mais encore là, c'est que ça jouait à deux, c'était une dynamique que je créais par mon rôle de victime, si on veut, et par le choix de partenaire. Tu sais, j'allais beaucoup vers des partenaires qui avaient ce souci-là de l'autre, etc. Encore là, tout inconsciemment. Oui. Tu fais pas être toi, là. Aujourd'hui, ben, maintenant que j'ai plus conscience de tout ça, ben, au début, je me jugeais de ça, mais maintenant, je l'accepte parce que je me dis c'est là que j'étais dans mon processus. Et en ce moment, j'ai un partenaire qui, bon, peut avoir des tendances sauveurs, mais en même temps que les deux, ensemble, consciemment, on travaille à ce que j'aille la responsabilité de ma santé. Oui, c'est ça. Puis vous voyez aller, vous avez plus de conscience. C'est l'étape numéro 1 que tu avais nommé tantôt, là. Être conscient de ce qui se passe en dedans, puis quand on commence à aller dans ces mécanismes-là, fait que vous pouvez vous dire, hey, là, je te vois, là, tu commences à mettre ça sur le dos, là. C'est tellement un jeu. Ouais. Ça rend vraiment... Ouais. Tellement conscient, on ne peut plus en passer une vite. Puis, à partir de quel moment tu as fait cette réalisation-là? Que tu étais dans ce pattern-là? Ouais. C'est vraiment en lisant le livre, comme je vous dis. Là. Ben, en fait, ce livre-là, je l'ai lu dans le cadre de mon cours d'humanisme existentiel au doctorat. Et j'ai lu ce livre-là et ça a comme fait « wow ». J'ai comme pris 2 minutes puis j'étais là « OK, c'est ça que je fais ». C'est comme si pendant des années, je me jugeais puis j'étais beaucoup en colère contre moi-même. C'est comme si je le savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, que je n'étais pas bien. Puis les gens, même de mon entourage, me disaient « ben là, pourquoi tu ne fais pas tes traitements ?» J'étais beaucoup en rébellion contre la maladie. Puis en lisant ce livre-là, j'ai enfin compris, OK, c'est parce qu'il y avait des angoisses, puis pour moi, c'est une façon de me protéger. Fait que c'est comme si ça m'a beaucoup développé d'autocompassion envers moi, tu sais, de réaliser ça, parce que avant, c'était comme, oh mon Dieu, je sabote ma santé malgré moi, mais je sais pas quoi faire d'autre. Ouais. Mais on dirait que j'avais le mot douceur, autocompassion, puis ouais, c'est le fun. Puis c'est simple aussi, tu sais. C'est pas un concept là, super compliqué, là, dans le sens que de se reconnaître là-dedans, puis là, après ça, ben, c'est sûr que vous avez une façon d'accompagner, là. Mais je trouve ça simple, tu sais, quand même. Tout le monde peut un peu se reconnaître, puis prendre conscience, puis après ça, juste ce regard-là intérieur, il peut déjà changer bien des choses, là. Puis le but ultime, pour répondre, faire du parallèle avec ce que Michael, tu m'as demandé comme question, c'est comment on fait pour s'en sortir. Ben en fait, c'est de tranquillement se rapprocher du centre dans ce continuum. Parce que d'un côté, on est dans l'indépendance totale, de l'autre, on est dans la dépendance. Puis le but, c'est tranquillement de se rapprocher vers l'interdépendance. Donc, comment je peux prendre soin de moi d'abord et être responsable, et en même temps demander de l'aide, parce que demander de l'aide puis dépendre des autres, c'est pas nécessairement malsain, on s'entend. C'est juste d'avoir comme une co-responsabilité, je dirais. Oui. Bien, c'est de demander de l'aide en disant que l'autre, il se doit de m'aider. C'est un autre effet de dire, je reconnais que c'est hors de mes capacités, je vais aller chercher de l'aide extérieure. Il y a comme une nuance ici, là, qui est quand même... de mon point de vue, c'est comme la différence avec le victime où je prends ma responsabilité, je reconnais que c'est ma limite, puis là,
j'accepte l'aide. Il y a ça aussi, tu sais, donner, recevoir, cet espace-là est important. Fait que, il y a quelque chose qui m'était popé. Puis moi, Attends, faut j'ai ça une revient. question, peut-être que Ouais. ça va revenir. Parce que tu sais, tu as parlé beaucoup d'un côté la dépendance, Ah oui. l'autre côté, il ne me vient pas l'indépendance. Puis là, tu as parlé d'interdépendance, qu'on a juste parlé un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'interdépendance. D'autres comme comportements qu'on peut dire, OK, ben moi, dans ma relation présentement, je suis interdépendant. Oui, encore là, c'est une très bonne question que tu as, Michael. Quand on est au centre, c'est un terme qu'on utilise, c'est de devenir son propre parent. C'est-à-dire de ne pas chercher à être le superwoman qui n'a pas besoin de personne, puis je m'en fous, et de ne pas non plus être le petit oisillon dans le nid qui attend d'être nourri. Fait que c'est de devenir son propre parent, c'est-à-dire être capable, par exemple, de mettre ses limites et en même temps d'accueillir celles de l'autre. Par exemple, ça peut être un bon indice. D'être capable de considérer ses propres besoins et en même temps ceux des autres. Fait que c'est tout le temps dans comment naviguer entre soi et l'autre de façon saine et juste. Je dirais que c'est des bons indices. Aussi, d'être capable d'accepter l'angoisse. Il y a des gens qui on parle de mort, puis automatiquement, c'est non, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils sont dans le déni de ça complètement. C'est pas que c'est pas correct encore là. Peut-être que la personne, c'est supportant pour elle, puis tant mieux. Mais c'est quand ça en vient vraiment envahissant, en fait, quand on est dans le centre, c'est qu'on est capable d'en parler, puis que c'est encore inconfortable. C'est pas parce qu'on est au centre qu'on est genre « yes, je vais mourir, that's it », Pourtant, au centre, c'est juste que c'est un peu plus supportable. Ça veut pas dire que c'est pas inconfortable. C'est ça que ça me ramène à, dans le fond, c'est ma question que j'ai oubliée tantôt. C'est pas une question, en fait, c'est comme, moi, je trouve ça sécurisant du fait que de savoir que c'est quelque chose qui est toujours en nous parce qu'il y a comme un effet de, pas de défaite, là, mais de dire, voyons, comment ça encore, je me sens comme ça, je l'ai pas réglé cette affaire-là, tu sais. Puis des fois, j'entends des clients dire des choses similaires à ça. Puis, tu sais, pour moi, j'avais déjà fait un peu le constat, puis, tu sais, je connaissais pas cette approche-là, de constat que ça s'en ira jamais. Ça fait moi, je l'avais codé dans ma tête que ça fait partie de mon histoire. Maintenant, c'est comme un signal pour me dire « Hey, occupe-toi de telle affaire ». Fait que je trouve ça, on dirait, sécurisant de me dire c'est pas que je réussis pas à me débarrasser de quelque chose. C'est vraiment, c'est là en dedans de moi, puis ça pop quand c'est un moment que ça a besoin de popper puis que j'ai besoin de m'en occuper. Fait qu'il y a comme un espace un peu... c'est sécurisant qui me vient en tête, là. C'est peut-être pas ça le bon mot, là, mais tu sais, que je trouve intéressant en tout cas. Parce que, tu sais, souvent, les gens qui vont faire beaucoup de travail sur soi, puis qu'il y a quelque chose qui revient, c'est comme un échec. Fait que juste d'avoir cet aspect-là, là, aujourd'hui, je trouve que c'est le fun en tabarouette. C'est comme si ça légitimise, comme tu dis, le fait qu'on vit des cycles dans notre vie, puis que c'est normal de ne pas être constamment sur un point du continuum. Moi, je dis que je suis rendue vers le centre. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de travail dans cette voie-là, mais ça reste que parfois, je tombe dans la fusion, parfois, je tombe encore dans l'individuation, mais peut-être un peu moins loin dans le continuum, puis avec un peu plus de conscience qui fait que je me ramène un peu mieux. Mais au final, c'est clair que j'ai encore des mécanismes, là, puis que j'ai encore à travailler. Pour moi, c'est comme un défi constant, là, tu sais. Oui, puis je pense que c'est ça, en tout cas, tout le monde, dans le sens que moi, je vais avoir des défis constants, toi, tu as ton propre défi constant, Michael va avoir son défi constant. On dirait que pour moi, c'est ma lecture, là, mais Vraiment. j'ai pas la vérité, mais on dirait que c'est impossible de jamais avoir de défi de toute la vie, là. C'est comme, c'est pas un conte de fées, là. Non, c'est ça. Puis même les contes de fées ont un défi. Hein? Ah, je trouve ça le fun, merci, en tout cas. Je sais que je pense que je faisais une parenthèse par rapport à une autre question. Des fois, je me perds, vous pouvez me ramener, là. Là, moi, je me sens pas perdue, là. Je me sens toute là. On avait rentré dans de l'approche humaniste, puis on était rendu là. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, au début, c'était comme aussi de dire que les psychologues eux-mêmes, ils ont plusieurs approches. Puis là, c'était de définir un peu ta couleur à toi. Puis, fait que là, il y a le ACT, il y a humaniste, à mélanger avec de la PNL. Les autres aussi, mais c'est eux qui sont plus des coups de cœur, en fin de compte, là. Et justement, il y a une question depuis un certain temps qui me chicote. Qu'est-ce qui t'a amené vers la PNL à partir du moment que tu as commencé
c'est plus le parcours de psychologue. Qu'est-ce qui t'a amené vers la PNL? Oui, c'est une drôle d'histoire en fait, c'est que, bon, j'ai commencé mon bac, fait que j'ai fait une première année de bac sans connaître la PNL. Mhm. Et dans le fond, moi, je viens d'une famille où est-ce que le cheminement personnel est fort, fort encouragé. Donc, j'ai une mère et un beau-père qui sont maîtres praticiens en PNL. Et je les voyais faire ça, là, on the side. Puis honnêtement, j'étais adolescente, puis, ben, adolescente, j'étais fin adolescente, jeune adulte, puis j'étais comme, j'ai regardé un peu comme si c'était des gens bizarres un peu, tu sais, comme tu sais, honnêtement, j'avais aucune idée c'était quoi la PNL. J'entendais juste parler d'identité puis de croyances. Puis j'étais comme, ah, vous êtes bien bizarre, tu sais. Puis, fait que j'ai jugé un peu, bien honnêtement. Puis, une année, je regarde ma mère, puis je suis comme, c'est quoi ton affaire là, que tu fais à la fin de semaine? Puis là, ma mère qui trouve ça bien drôle, puis qui me répond, tu sais, c'est de la PNL. Puis là, elle commence à m'expliquer. Puis là, je suis comme, ah, ça a l'air correct, cette affaire-là. Puis finalement, moi qui devais monter un dossier, un CV pour être accepté au doctorat éventuellement, je me disais, bon, pourquoi pas faire ça? Ça va être une affaire de plus sur mon CV. Honnêtement, au départ, c'était vraiment comme plus utilitaire que d'autres choses. C'est ça. Et finalement, j'ai décidé donc de m'inscrire à la base en PNL. Et j'ai eu la chance et le grand honneur de tomber sur Valérie Santaine, qui a donné et un peu comme vous, j'écoutais votre podcast avec elle. Moi aussi, j'ai vraiment eu un coup de cœur par rapport à cette femme-là, sa façon d'enseigner. Je pourrais en parler longtemps, je l'adore vraiment. Et pour moi, après 1 heure de base, je savais que j'allais faire le parcours au complet. Tout le parcours. Ce n'était plus une question. J'étais fascinée par sa Ouais. façon d'être, mais aussi par la PNL en soi, évidemment. Ouais. Ouais. Donc, moi, c'est à ce moment-là que ça s'est concrétisé. Puis après ça, c'est ça que les étés, j'ai fait les parcours intensifs entre mes sessions universitaires, dans le fond. Mm-hmm. On dirait que c'est impossible de ne pas tomber en amour avec Valérie. Ah là là, c'est tellement intéressant. Tellement, tellement. Puis, dans le fond, là, ce que j'entends, c'est qu'il te reste environ 1 ou 2 ans. Fait que là, s'il y a des gens qui veulent travailler avec toi, ça ne marche pas pour l'instant, c'est ça, hein? Ben, en fait, en ce moment, je suis à mon stage 2. Dans le fond, je suis à la clinique de psychologie du couple à Québec. OK. Mais mon caseload, ben, mon nombre de clients, il est complet pour le moment. Mm-hmm. Par contre, j'ai une page Facebook que c'est possible de me retrouver. C'est Justine Robitaille, doctorante en psychologie. Fait que sur cette page Facebook-là, je vais publier éventuellement mes offres de services, mais je suis en train notamment de monter des formations C'est sur fun. différents concepts de la PNL et de la psycho, évidemment en respectant la loi que je dois être supervisée parce que je suis doctorante, je ne suis pas encore psychologue. Et je fais aussi des capsules présentement, des petites vidéos de 5 à 6 minutes où j'explique différents concepts. Comme cette semaine, c'était sur le narcissisme sain versus le narcissisme malsain. Intéressant. La semaine passée, c'était sur le concept de mère suffisamment bonne. En tout cas, il y a différents concepts, puis à date, ça pogne quand même. Puis c'est possible de les retrouver, en fait, mes vidéos sur ma page. Là. Ouais. Super. Puis, as-tu une question, Michael? Ben, moi, il y a comme, tu sais, des fois, tu dis quelque chose, puis ça rouvre de, il manque des informations. Tu as parlé de caseload de psychologue. Est-ce que ce que je comprends, vous êtes limité à un certain nombre de clients que vous recevez? Mm-hmm. Ben, en ce moment, comme c'est dans le cadre d'un stage, c'est seulement 2 jours par semaine. Donc, je ne suis pas à temps plein. Le reste, j'ai des cours, j'ai autre chose. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai uniquement 6 clients par semaine. Ce qui est vraiment peu, c'est relatif, là, parce que ça demande quand même du travail. Ouais. Mais je suis supervisée. Dans le fond, je suis supervisée par 2 psychologues qui regardent mes vidéos, là, un peu comme dans le coach PNL. Donc, ils regardent mes vidéos, qui me donnent des commentaires pour m'améliorer, etc. Donc, quand on parle de caseload, dans le fond, c'est un terme là, pour dire, en voulant dire que mon nombre de clients en ce moment pour respecter mon nombre d'heures est complet, là, parce que c'est un stage de 710 heures que je fais du mois de septembre au mois de mai. Par contre, l'année prochaine, c'est ma dernière année, c'est mon internat. Dans le fond, c'est un stage à temps plein sur 1 an. Puis ça, je sais déjà, là, je peux vous dire en primeur où je vais être. C'est à la clinique Équilibre à Belleuil. Donc, c'est une clinique privée, puis là, je vais recevoir des adolescents, des adultes et possiblement des couples aussi. C'est vraiment les couples qui te fait vibrer ou de la clientèle qui t'attire beaucoup en ce moment ou en ce moment, c'est découverte? C'est vraiment la découverte. En ce moment, c'est des adultes que je vois à la psychologie du couple, la clinique de psychologie du couple, donc je ne vois pas des couples encore, je vois vraiment des individus. Mais ça reste le couple, ça m'intéresse. Comme je vous disais, j'ai fait les formations sur le couple, l'amour de soi, puis la sexualité avec Valérie Santaine. Donc, c'est sûr que j'ai quand même un certain amour pour le couple, mais
j'ai tellement d'intérêts variés que des fois, je ne sais plus trop où me pitcher, honnêtement. J'avais une question juste avant. Là. Attends un petit peu, parce que là, on a bifurqué avec où est-ce que si on peut faire affaire avec toi, mais j'avais une question avant. Attends, laisse-moi réfléchir. Je sais pas si c'est une question en attendant, Michael. Moi aussi, je suis en train d'en chercher une. Je veux pas raccrocher. J'ai une question. Ben, là, tu as parlé que, mettons, le caseload pour toi, c'est 2 jours semaine avec un 6 clients. À partir du moment que un psychologue a son doctorat, puis peut dire je suis docteur en psychologie, ça tombe à combien? Est-ce qu'il y a encore une limite ou il y a encore ils peuvent prendre un peu plus de personnes sûrement? Là? Oui, en fait, ça va vraiment dépendre des milieux, donc où qu'on travaille. Tu sais, à la base, en psychologie, bon, il y en a qui vont plus vers le public, donc dans les instituts comme les écoles, les hôpitaux, les CLSC, etc. Ou est-ce que là, je vous avoue que je connais un peu moins vu que je n'ai pas fait mes stages là-dedans, mais tu sais, je pense que là, ils ont vraiment plus des attentes à respecter, des limites, etc. Tandis qu'au privé, ben là, on est plus libre, dans le sens, c'est vraiment comment on est à l'aise. Je sais qu'il y en a qui en prennent jusqu'à 30 par semaine. Ça varie. C'est sûr que c'est très demandant, là, bien honnêtement. On s'entend, même si on est passionné comme moi puis que j'en mange et que j'adore ça. Ça reste que, tu sais, d'ailleurs, ça me fait penser à une autre différence entre le coaching et la psychologie. Peut-être que je pourrais la nuancer. Ouais. C'est qu'en tant que psychologue, on est beaucoup, notre personne, là, qui on est beaucoup au service de la psychothérapie. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec la relation thérapeutique dans les séances. Fait que non seulement, oui, les outils sont là, on parle de contenu, mais c'est beaucoup un prétexte pour, dans le fond, être en relation avec l'autre. Parce que souvent, ce qu'on travaille, pas toujours, mais souvent, c'est le lien d'attachement. Parce que je ne sais pas si vous connaissez l'attachement. C'est dans le fond, je vais te laisser l'expliquer pour les gens qui nous écoutent. Là. Moi, ça va, mais c'est ça déjà pour qu'ils saisissent bien le concept. Ouais. Dans le fond, le style d'attachement, c'est comment on entre en relation avec les autres selon selon quel lien on a eu avec nos parents quand on est jeune, notamment avec notre mère. Donc, ça va influencer après ça dans nos relations subséquentes, comment qu'on entre en relation. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va plus vraiment ramer vers l'autre puis vouloir être le plus proche possible? Est-ce qu'on est quelqu'un qui va être plus craintif puis qui va se reculer puis qui ne voudra pas trop qu'on l'approche? Est-ce qu'on va être quelqu'un qui va être détaché, qui va être comme non, moi, pas besoin de personne, moi, je ne m'attache pas puis je ne m'engage pas? Bref, là, je caricature, là, il y a des nuances dans tout ça, évidemment. Mais en thérapie, ça va être beaucoup un prétexte justement pour utiliser le lien entre le thérapeute et le client pour un peu faire une expérience corrective qu'on appelle, c'est-à-dire de venir un peu peaufiner, solidifier ce lien-là d'attachement en espérant que ça se répercute après ça dans les autres relations. Que la personne se sente plus sécure, plus elle-même, plus apte à nommer ce qui est là sans avoir peur que la relation se détruise, par exemple. Fait que je dirais que la nuance entre le coaching et la psychothérapie, c'est beaucoup ça. Je ne dis pas que le coach, le coach est pas important, mais c'est juste qu'en psychothérapie, c'est vraiment un outil qui on est. C'est vraiment, on utilise la relation. Vous vous impliquez dans la relation versus, mettons, le coach va plutôt laisser être le client sans vraiment se manifester comme personne vu qu'on laisse tout sur le bord de la porte. Fait que dans le fond, émotionnellement, ça implique plus. C'est ce que tu veux dire ou je présuppose? Ben, c'est l'impression que ça me donne. C'est sûr que je ne suis pas encore super expérimentée. Fait qu'évidemment, c'est sûr qu'il y a des trucs, j'imagine, pour prévenir la fatigue de compassion. Tout ça. Donc, c'est ça. Il y a façon de s'impliquer sans se brûler non plus, évidemment. On ne doit pas tomber dans la sympathie, on doit vraiment rester dans l'empathie. Donc, non, j'allais donner des exemples de mes clients en ce moment, mais non, je ne ferai pas ça. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment, c'est ça, rester avec être ouvert à notre ressenti puis l'utiliser avec l'autre, sans pour autant s'en mettre sur les épaules puis pleurer toutes les larmes de notre corps en sortant de notre cerveau. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a cet apprentissage-là de gestion de l'autre tout en étant, comme tu dis, empathique versus tout prendre sur soi, qui est super important pour ne pas être complètement à terre à la fin de sa semaine. Puis c'est le fun parce que dans le fond, tu nommais tantôt que tu t'appliques toi-même les outils pour pouvoir les appliquer. Fait que là, de t'aérer juste en, mettons, l'horaire, en te faisant des choses qui te font du bien, en prenant pas tout sur toi, déjà, tu te l'appliques à toi. Fait que...
Oui, puis ça me fait penser à mon projet de recherche que je vous ai finalement pas expliqué, je pense. Oui! Avec, avec nos millions de parenthèses, Oui, je pense c'est que vrai! C'était ça le début. T'as raison, c'était ça le début de la parenthèse. mon projet de recherche est vraiment lié à ce que tu viens de dire. En fait, c'est dans le fond, je vous disais que je travaille avec Frédéric Dionne par rapport à l'approche ACT, mais mon projet en soi, ça a été de créer moi-même une série de 3 ateliers de 3 heures sur l'approche d'acceptation et d'engagement, où est-ce que j'utilise des techniques d'impact, plein de choses vraiment cool. Et ces ateliers-là, je les ai adressés à mes collègues en psychologie, donc vraiment aux doctorants. Et je les ai donnés, là, je suis rendue dans la phase de ma recherche où j'ai déjà donné les ateliers. J'avais fait tout un cahier du participant, etc. Et je les ai donnés, j'ai récolté des données, en fait, avant et après, pour voir qu'est-ce qui allait s'améliorer chez les participants. Et là, j'en suis à la phase, je ne peux pas vous dire les résultats, là, je suis à la phase d'analyser mes résultats. Mais dans le fond, le but ultime de mon programme, c'était vraiment d'encourager les psychologues, justement, à être des cordonniers bien chaussés. Donc, vraiment, à incarner eux-mêmes ce qu'ils proposent, à eux-mêmes prendre soin de soi d'abord pour mieux prendre soin des autres ensuite. J'ai vraiment eu des bons commentaires à date. Là. Mes collègues ont beaucoup apprécié, je crois, et j'ai l'intention de le répéter. Là. Mon but ultime, c'est que ça soit inclus dans les programmes universitaires. Ça serait vraiment mon souhait. Oui, moi, je trouve que c'est un incontournable. Puis là, on dirait que c'est drôle que tantôt, j'avais oublié ma question parce qu'elle est un peu interreliée à mon sens. C'est, selon toi, c'est quoi un bon psychologue? Oui, cette fameuse question. C'est sûr que c'est ça. J'écoutais justement Valérie Santaine en parler, puis j'étais d'accord avec elle que c'est une question qui est complexe, qui est difficile à répondre. Elle en parlait pour le coaching, mais je trouve que pour la psychologie, c'est la même chose. Mais pour moi, autant coach que psychologue, la base, c'est un peu comme Valérie le disait, justement, je suis d'accord avec elle que c'est vraiment l'alliance thérapeutique. Donc, je dis thérapeutique ou de coaching, là, tout dépendamment, mais pour moi, c'est vraiment de créer un lien de confiance rapidement, efficacement avec l'autre. Et je dis ça, Valérie dit ça, mais c'est aussi ce que la littérature scientifique dit, là, parce que dans mon projet de recherche, j'ai cherché là-dessus et c'est vraiment ça qui ressort, là, que les thérapeutes considérés les plus efficaces, c'est ceux qui ont cette capacité-là de me faire une alliance. Donc, c'est très, très, très important. Mais je dirais que sinon, c'est vraiment un mélange entre les différents types de savoirs. Là. En gros, le savoir général, c'est-à-dire les théories, les modèles, les questions. Ensuite, le savoir-faire, comment j'applique ces théories-là, ces modèles-là concrètement. Le savoir-être, donc qui je suis à travers ça. Et finalement, le savoir expérientiel, donc l'expérience qui entre en compte puis qui fait qu'on évolue à travers ça. Fait que je sais pas si c'est un peu général comme réponse, mais en même temps, pour moi, c'est comme vraiment un mélange de tout ça. Ben, j'aime justement oui, ce que tu amènes, le savoir-être, le savoir. Après ça, ben, je me souviens plus. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Ah, c'est ça. Puis le savoir expérientiel, que dans le fond, j'aime cette façon-là de l'apporter parce que quelqu'un peut être super bon dans la connaissance, mais avant de toutes les maîtriser, ça prend une certaine expérience. Vraiment. Très, très important selon moi. Puis en même temps, une petite nuance, c'est pas parce que les psychologues ont plus d'expérience qu'ils sont nécessairement meilleurs, même que la littérature montre que c'est pas le cas. Fait que ça veut pas dire, puis encore là, on veut pas généraliser, là, ça se peut qu'il y en ait qui ont beaucoup d'expérience qui sont très, très bons. C'est juste peut-être un piège à ne surtout pas tomber dedans en tant que psy, mais peut-être aussi en tant que coach, j'imagine, c'est de garder un doute au fil de notre carrière, que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience, qu'on a vu beaucoup de clients, que nécessairement on doit prétendre qu'on connaît la personne devant nous. Il faut garder un peu ce doute-là, puis cette capacité-là à se remettre en question. Puis ça peut être un piège que des psychologues très expérimentés entrent dedans, si on veut. Donc, je pense que c'est le juste équilibre entre la confiance en soi puis en ses habiletés et en même temps une humilité puis une capacité de douter de soi, je dirais. Puis, moi, je pourrais faire le lien avec, je viens d'un domaine industriel dans lequel on travaille avec la machinerie, puis il y a quand même beaucoup de blessés. Puis, on nous disait que les personnes qui étaient le plus à risque de se blesser au travail, c'est les personnes qui commencent leur carrière, puis les personnes qui terminent leur carrière parce qu'ils sont rendus trop sûrs d'eux-mêmes, ils ne font plus assez attention à ce qu'ils font dans un sens. Puis là, ça pourrait amener un certain lien, justement, il y a comme une surconfiance dans un sens. Là. Au début, c'est comme le manque d'expérience, puis après ça, c'est comme la surconfiance qui est là. C'est intéressant. Vraiment. C'est un beau parallèle, oui. Ouais.
Puis, tu sais, tu disais, c'est pas nécessairement ceux qui sont plus vieux, qui sont meilleurs. Puis, tu sais, si les recherches ils prouvent que c'est de créer le rapport, créer le lien de confiance au début qui est ça qui fait. Puis on en parle en plus dans, dans le podcast. C'est-tu lui juste avant, Mickaël? C'est le podcast avec Jonathan qui avec nous amenait, Jonathan je crois, une Riopel, statistique. que, tu sais, au final, le plus important, c'est de créer le lien. Puis après ça, c'est de la magie quasiment. Tu sais, j'exagère, là. Mais tu sais, c'est ce qui est le plus important. Fait que si un plus vieux, il n'y a pas cette capacité-là. C'est ça. Puis évidemment, c'est pas le seul facteur, mais tu sais, c'est juste que c'est de façon un peu plus consensuelle entre les chercheurs. Mais tu sais, il y a aussi la capacité d'autoréflexion, de pleine conscience. Il y a plein qui ressortent aussi. Ouais. Puis, tu sais, il y a l'aspect en coaching, la nuance, tu disais de ne pas prendre pour acquis que tu connais le client. En fait, en coaching, on ne devrait jamais prendre acquis qu'on connaît le client. Là. Fait qu'à la base, ça ne devrait même pas être un problème. Dans le sens que si la personne fait ça, c'est parce que déjà elle est écartée du rôle de coach. Là, Je ne sais pas en psychologie, là, mais en coaching, ça ne devrait même pas être. Oui, mais je dirais, je ne sais pas si ça me fait réfléchir, tu as raison qu'il y a peut-être des nuances à apporter, mais en psychologie, je dirais qu'il y a ça aussi, là, qu'on doit justement rester prudent, poser des questions, se mettre vraiment dans un rôle quasiment de détective, là, surtout dans une phase d'évaluation, parce que souvent en psychologie, encore là, ça dépend des psys, ça dépend des approches, mais souvent, tu commences avec une phase d'évaluation. Par exemple, en ce moment, je fais 2 à 3 rencontres d'évaluation. Ensuite, je fais un bilan, donc je rapporte les résultats avec la personne, je lui nomme ma compréhension. Et ensuite, là, ensemble, on établit les objectifs thérapeutiques. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration où ce n'est pas uniquement le client qui établit les objectifs, mais plus comme en collaboration. Ensuite, on part le traitement en soi. Puis parfois, au bilan, on se rend compte que je pense que ce n'est pas une thérapie qui est adaptée pour toi en ce moment. Fait qu'on va plus aller vers d'autres sources. Parce que vous êtes constamment en train... Tu sais, après la rencontre, tu fais un peu un bilan, puis là, tu peux savoir si vous allez dans la bonne direction ou pas. C'est ça, je comprends? Ici, on s'entend aussi sur l'approche, sur les tâches, sur les objectifs. Il y a peut-être des psychologues qui, s'ils ne s'entendent pas avec le client sur les objectifs, parce que pour eux, il y a quelque chose d'évident à travailler, mais le client ne se sent pas prêt, mais ça se peut que le psychologue décide, écoute, en ce moment, c'est ça que je peux t'offrir, puis si c'est pas ça que tu as envie, tu es libre d'aller voir quelqu'un d'autre. Ça se peut. Mais tout ça pour dire que la nuance, peut-être, c'est que le psychologue a quand même une certaine expertise sur l'être humain, sur les troubles mentaux, sur la santé mentale, ce qui fait que non, on ne prend pas pour acquis qu'on connaît la personne, et en même temps, il y a certaines choses qu'elle nous dit qu'on peut faire des liens avec nos connaissances, avec certaines choses. Donc, je dirais que c'est la fine nuance entre les deux. Puis, réfléchir à quoi ça nous fait penser, et en même temps, garder en tête que la personne, c'est un être individuel et unique. Oui, c'est intéressant, en tout cas, juste comment tu viens d'expliquer comment se passe un processus en psychologie. Déjà que l'évaluation, ça prend 2-3 séances. En tout cas, avec toi, je ne sais pas si c'est tout le monde, là. C'est intéressant, déjà juste de connaître ce processus-là. Oui, souvent, le bilan, c'est un moment très, très fun, j'ai envie de dire, très, très pertinent pour les clients parce que ça leur permet des mots sur leurs difficultés, sur ce qu'ils vivent. Puis déjà là, je leur propose des hypothèses de compréhension, des hypothèses de ça pourrait venir de tel élément dans votre passé, ça pourrait venir du lien avec votre mère qui a créé telle chose. Fait que déjà, on met des mots sur la problématique, fait que déjà, il y a quelque chose d'apaisant qui se dépose. Fait que c'est vraiment un moment que j'apprécie particulièrement. Moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je me rappelle ma première rencontre avec un psychologue, ma psychologue, puis que, tu sais, j'ai été habitué avec le rythme de coaching, d'arriver, puis le coach pose des questions, que je suis arrivé, puis j'étais comme, bon, j'attends les questions. Avant que je catch que, OK, c'est toi qu'il faut que je tu peux dire parles. tout ce que je veux, puis c'est correct, là. Ça a pris un certain temps, fait que ça me fait sourire. Il y a certains moments dans l'entrevue que ça me rappelait ça. Il y a vraiment des approches. Il y a des psychologues qui vont travailler plus avec l'approche psychodynamique, entre autres. C'est ça que je fais à mon stage présentement, donc je peux vous en parler un peu, mais cette approche-là, c'est justement un peu plus de laisser venir à soi ce que le client apporte comme contenu. Donc, on va être un peu moins, je dirais, interventionniste, on va être un peu moins dans l'action-réaction.
Fait que dans l'évaluation, par contre, on pose beaucoup de questions parce qu'on veut connaître la personne, mais quand on entre dans le traitement, je dis à mes clients, c'est leur responsabilité d'emmener de quoi on parle. Tu sais, moi, je commence jamais une thérapie. Dans le sens, c'est tout le temps à eux d'emmener du contenu, puis c'est très clair, là, dès le départ, on se le dit. Et au début, c'est peut-être malaisant, il peut y avoir des silences, mais les clients, en tout cas, à date, ils s'adaptent très, très bien, puis ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Puis moi, mon rôle, c'est de faire des parallèles entre peu importe de quoi ils parlent, de faire des parallèles avec leurs objectifs et avec leur background. Évidemment, on parle pas d'occupation double tout le long, là, on s'entend. Non, mais même si parfois certains sujets paraissent banals, comme je disais tantôt, c'est des fois des prétextes aussi pour voir qu'est-ce qui se passe entre soi et l'autre. Au fond, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, le psy, il fait rien, il fait juste attendre, il est tout le temps silencieux, puis il est dans les poches, puis les gens, des fois, abandonnent. » Mais au final, le psy, évidemment, il y en a qui ne sont pas compétents, là, comme dans tous les domaines. Mais si le psy est compétent, même s'il fait des silences puis qu'il pose moins de questions, ben, il y a une intention thérapeutique derrière. Ben, en tout cas, je trouve que ça met vraiment en lumière les deux. Que les deux, ça peut travailler ensemble. Les deux, c'est différent. Tout le processus, ta couleur à toi. En tout cas, moi, je suis très, très contente. Puis, on dirait que j'ai envie de te dire, souvent, c'est Mickaël qui pose cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais! Toi? Me souhaiter de continuer à briller, à étinceler dans le sens briller positivement parlant, dans le sens moi j'ai eu longtemps un peu peur de mon propre succès. C'est comme si longtemps j'ai un peu d'étouffer mon potentiel à quelque part parce que pour moi c'était sécurisant de laisser les autres briller autour de moi puis de moi m'effacer. Mais c'est comme si c'est récent là, dans mon processus de prendre un peu cette place-là qui me revient puis de l'assumer, notamment en faisant mes capsules, comme je vous disais, en créant mes propres émotions. Donc, puis en participant au podcast, là, en acceptant votre invitation. Puis il y a des beaux retours en plus, là. Tu dis les résultats sont beaux, les autres participants, ils veulent plus d'informations, ça donne un bel impact, les capsules fonctionnent bien. C'est une belle preuve. Ça fait que je suis vraiment fière de moi parce que je sens que de plus en plus, j'ose prendre cette place-là. Évidemment, sans tomber dans l'extrême, mais vraiment juste comme ma juste place que j'aime appeler. C'est ça, j'allais dire, t'oses prendre ta place. Exact, c'est ça. Puis de laisser ma passion me guider. En ce moment, j'ai tellement de fun dans toutes les sphères de ma vie. Je me sens vraiment sur mon X, honnêtement. Donc, je vous rencontre à un bon moment de ma vie. Donc, peut-être me souhaiter de continuer de m'aligner à ce X-là, puis de continuer de prendre des risques. Parce que souvent, les risques, ça l'emmène à des places vraiment insoupçonnées et très belles. Je trouve ça le fun, vraiment inspirant, ce que tu as nommé. Je trouve ça beau. Puis, tu sais, aussi d'avoir nommé que tu étais dans bien des contractions des fois, dans toutes sortes de rôles d'espace de protection, puis que là, tu prends ta place, tu es sur ton X, tu as du fun partout, tu es passionné. Je trouve aussi que ça donne de la vision, puis j'ai envie de dire espoir, tu sais, que c'est possible de passer de ces places plus sombres-là à vraiment briller puis être dans la lumière. C'est beau. Et pour faire une question par rapport à la maladie que je vous ai partagée, mon contexte, ça reste que parfois c'est encore difficile, etc. Mais vraiment que je me suis servi de ça comme moteur propulseur justement vers ma lumière, vers ce qui fait du sens pour moi. J'ai vraiment, ça a été long, là, j'étais dans la rébellion comme je vous disais, mais c'est comme si aujourd'hui je suis plus dans l'acceptation et même dans la reconnaissance à la limite de m'a permis de me rapprocher de mon soi encore plus rapidement peut-être que la moyenne, dans le sens que normalement, on peut avoir une crise là, de la pas de la vingtaine, mais de la cinquantaine, de la soixantaine, quand on se dit « Oh mon God, il me reste peu de temps à vivre », mais c'est comme si moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir cette crise-là plus tôt et donc de me rapprocher de mon potentiel. De ton potentiel avant, Oui, puis là, ça va bien quand même, ta santé et tout, là. En tout cas, en ce moment, tu as l'air rayonnante puis tout ça, fait que c'est peut-être... ça se passe bien pour toi. Oui, puis là, j'ai accès à une nouvelle médication depuis janvier là, qui est comme vraiment révolutionnaire, là, qui fait que mes poumons s'améliorent vraiment de plus en plus. Donc, je suis reconnaissante. C'est comme si tout était aligné pour me permettre de réaliser mes rêves. Puis, tu sais, un autre de mes rêves là, que je peux vous dire en primeur aussi, c'est d'ouvrir mon centre multidisciplinaire éventuellement. J'aimerais ça justement. Ben ça, c'est encore en réflexion. Là. Je fais des visites beaucoup d'immobilier ces temps-ci, mais pas fait que ça va être bientôt quand même, là, ton rêve.
Ben là, c'est que c'est plus comme par curiosité, mais ça va être un projet que je vais faire avec mes 2 sœurs, en fait qu'un projet vraiment familial avec ma mère, mon beau-père, en tout cas, avec toute la famille. Puis peut-être soit Mont-Saint-Hilaire, Chambly, Bromont, dans ces coins. Tu sais, c'est assez varié, là, disons dans la Montérégie, idéalement, mais on veut que ça soit quelque chose avec une vue ou quelque chose en nature, là, tu sais, qui est ressourçant. On veut faire là-dedans des ateliers de yoga, méditation, formation. Bref, ça va être C'est vraiment, vraiment un beau projet. Puis au début, quand tu as commencé l'école, c'était pour aller, tu as dit faire un projet entrepreneurial avec la famille, quelque chose comme ça. Puis là, la boucle, on dirait, c'est moi qui est dans. C'est ça que j'ai compris, non? Oui, mais en fait, c'est que mon père, mes oncles, mon grand-père ont comme toute une compagnie familiale là, qui n'est pas du tout dans le domaine de la relation d'aide. Non? Et moi, à la base, non, vraiment pas. En fait, c'est agroalimentaire, là, la compagnie qui fait que à la base, moi, c'est comme si ma valeur familiale est très forte, là, comme vous pouvez vous en douter. Fait que c'est comme si moi, j'avais envie de continuer dans cette lignée-là. Mais l'administration ne m'a jamais tant que ça interpellée. J'ai quand même mon côté entrepreneur et leader, mais dans la relation d'aide. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai pris mon propre chemin. Mais tu sais, là, je pense inclure aussi mes cousines. Tu sais, au final, c'est comme si les gars vont avoir leur compagnie, puis les femmes vont avoir leur compagnie. C'est fun! Oui, ben, tu sais, le but, c'est pas de créer une ségrégation, de pas de. Non. Le but, c'est de créer cette séparation-là, mais ça a juste à donner comme ça, là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça va être où, puis la primeur. Puis avant de boucler, je voulais juste, si tu peux redire dans le fond, où est-ce que tu vas donner tes stages à temps plein en privé? Est-ce que les gens peuvent s'inscrire? Comment ça marche? Moi-même, je dois clarifier avec mon futur superviseur comment fonctionner, mais dans le fond, c'est ça. Je répète ma page Facebook là, qui est le plus facile pour me rejoindre, c'est Justine Robitaille, doctorante en psychologie. Donc là, tu sais, justement, quand mon centre va ouvrir, quand je vais offrir des ateliers, tout ça va être annoncé sur cette page. Tout va être là-dessus. OK. Oui. Mais mon internat, c'est ça, c'est à la clinique Équilibre. Ça finit par B, là. Équilibre. OK. À Belleuil, c'est une clinique privée sur le bord de l'eau, super wow. Puis je vais recevoir, c'est ça, des adolescents, puis des adultes, mais c'est encore à clarifier comment ça va fonctionner là, pour. Vous pouvez quand même vous former auprès de cette clinique-là. Dans le fond, dès septembre prochain, je vais être là, mais je ne pourrais pas garantir que je pourrais vous prendre. Là. Ça ne sera peut-être pas moi qui va décider, mais vous pouvez quand même faire affaire avec eux si ça vous intéresse. Ouais. Super. Merci. Merci beaucoup, Justine. J'ai vraiment aimé ça. As-tu quelque chose à ajouter, moi, Michael? Il y a une chose, c'est, pour moi, il faut le mentionner parce que c'est ce que je retiens de ce podcast-là, c'est passion. Puis on le voit, il est écrit, pour les personnes qui l'écoutent, il est écrit juste en haut au-dessus de sa tête. Puis ça définit vraiment le podcast qu'on vient de vivre avec Justine. Oui, passion. Puis là, on dirait que moi, c'est comme l'évolution de l'ombre vers la lumière avec la valse là-dedans, en gardant la foi, la passion, puis de la douceur envers soi. On dirait qu'il y a comme tout ça mélangé. Là, je trouve ça... c'est très inspirant, en tout cas. Très inspirant. Vraiment gentil de m'avoir offert cette opportunité-là de sortir encore de ma zone de confort. Là. Moi, plus que je peux partager, mieux je me sens. Donc, c'est vraiment un privilège. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté. Puis, on se dit au revoir à un prochain épisode de Souche et Racine.